Alors la démarche thérapeutique, Bertrand Wexler, donc, au début des années 2000, même probablement avant, a commencé à traiter les premiers patients par interféron alpha. Et le temps qu'on veuille publier nos résultats, une équipe américaine d'une collègue qui travaille à Stanford a publié les 3 premiers patients en 2005 dans Blood. C'était des patients qui avaient des atteintes qui étaient modérées par des petites doses d'interféron. Et puis on s'est mis donc, par la suite à continuer à traiter les patients comme ça. Et en 2011, on a rapporté, en fait, c'était un travail certes rétrospectif, mais qui montrait que si vous aviez de l'interféron, vous avez plus de chances de survivre que si vous n'aviez pas d'interféron. Diapo suivante. Et dans cette analyse, dans ce modèle de Cox en multivarié, vous voyez qu'il y avait 2 facteurs de mauvais pronostic. Si vous aviez une atteinte du système nerveux central, c'était de mauvais pronostic dans cette série de 53 patients. Et à contrario, si vous étiez traité par interféron, vous aviez plus de chances de survivre. Diapo suivante. Alors pour vous montrer des exemples de désinfiltration de masse méningée, ici un patient qui a 30-35 ans, qui a un méningiome supracellaire et une épilepsie partielle à type de crise complexe, et ben, vous allez avoir la tumeur qui va fondre en l'espace d'1 an et demi sous forte dose d'interféron et les crises d'épilepsie qui vont disparaître. Donc ça marche au prix d'effets indésirables qui sont fatigue, dépression et essentiellement, et donc un patient sur 2 supporte quand même très très mal, notamment les fortes doses que sont l'interféron à 9 millions d'unités 3 fois par semaine. Diapo suivante. Autre exemple d'une patiente qui avait une présentation beaucoup plus multisystémique, qui a fait une cécité corticale par thrombose du tronc basilaire. Et vous voyez qu'en l'espace de 3 mois à forte dose d'interféron, vous voyez ici l'artério avant et après, on arrive à lever l'obstacle. Donc ça marche et on arrive à désinfiltrer les patients. Diapo suivante. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Donc nous, c'est notre traitement de première intention depuis une quinzaine d'années, avec le problème de la tolérance. Donc l'anakinra, le Kineret, il y avait un très beau papier d'Achille Aouba dans Blood il y a 7-8 ans. Il l'avait essayé chez 2 ou 3 patients qui étaient des Erdheim qui n'étaient pas très sévères, avec surtout des atteintes osseuses et de la CRP. Et donc on a, nous, tempéré le message en publiant plutôt des échecs. Notamment, on a eu des patients qui étaient traités par Kineret qui ont fait des tamponnades. Donc nous, on s'en sert plutôt en deuxième intention chez des petits Erdheim avec un peu de CRP et des douleurs osseuses. Cladribine, Abdelatif vous en a parlé. Je n'ai pas trop d'expérience dans l'Erdheim, mais je sais que notamment les atteintes du système nerveux central, ça répond bien. On avait publié l'échec du Glivec il y a une dizaine d'années. On a un patient sous tocilizumab qui a répondu un peu. Et puis on a publié récemment dans ARD 16 patients avec des réponses qui étaient variables et qui dépendaient des patients de l'infliximab. Il y a une autre molécule dont je n'ai pas parlé sur cette diapositive qui est le sirolimus. Le sirolimus, il y a une étude italienne qui a été publiée dans Blood il y a 2 ou 3 ans qui, en association aux corticoïdes, montre une certaine efficacité. Et puis, je vous parlerai bien sûr du Zelboraf. Alors, le Zelboraf, l'histoire débute en 2012. Se produit à l'autorisation, à l'AMM pour le mélanome malin métastatique. Et on se retrouvait à l'époque avec 3 patients qui étaient réfractaires souvent à 2 ou 3 types lignes de traitement et qui n'allaient pas bien du tout. Donc on a détourné l'utilisation du produit et on a rapidement, au lieu de donner à la dose qui est de 4 comprimés matin, 4 comprimés le soir, qui est la dose du mélanome métastatique, on a utilisé, en raison des effets indésirables, assez rapidement 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir, parce qu'il y a trop d'effets indésirables, notamment sur la peau. Et donc, on a publié très rapidement le premier papier dans Blood en 2013, diapo suivante, qui, contrairement à ce que Abdelatif vous a dit juste avant, enfin, c'est pas contrairement, c'est qu'en fait, c'est 3 Erdheim-Chester, dont 2 formes mixtes, et on montre dans ce travail que la composante histiocytose langerhancienne s'améliore également très rapidement pour le traitement. Et donc l'histoire a continué et en 2015, on a publié dans JCO les 8 premiers patients avec un exemple ici d'un patient, c'est le même patient avec le PET scan qui s'éteint quasiment complètement. Et puis en bas, c'est les SUV, c'est 2 points par patient et vous voyez qu'on a des réponses qui vont toujours dans la même direction avec parfois des SUV qui sont des
des fixations qu'on voit dans des cancers ou dans des lymphomes. Diapo suivante. Alors ça désinfiltre de façon assez remarquable, avec en haut à gauche une périaortite qui disparaît complètement. Il y a des pseudotumeurs de l'oreillette droite qui fondent et des atteintes pleuropulmonaires également qui disparaissent. Diapo suivante. Le xanthelasma qui sert là également comme marqueur, c'est juste esthétique, mais pour vous montrer que toutes les manifestations s'améliorent. Je n'ai pas la photo à 2 ans, mais maintenant il n'y a plus rien. Diapo d'après. Alors on arrive, le seul problème, c'est pour le système nerveux central. Quand il y a l'atteinte de la fosse postérieure, vous arrivez à faire disparaître les hypersignaux. Vous voyez qu'entre avant et M9, il n'y a plus d'hypersignaux. Mais le patient qui est ataxique, qui fait des fausses routes et qui est en chaise roulante et qui est dysarthrique, il va récupérer un petit peu, mais c'est toujours très difficile. Il récupère un peu, mais il récupère pas complètement. On a du mal à faire repousser le cerveau. Diapo suivante. Alors, en revanche, les masses, quand c'est des atteintes en masse, vous avez... donc là, c'est un patient qui avait été traité entre le point A et le point B. Donc, c'est un patient qui est né et qui était traité entre A et B, était traité par Pegasis. Et donc, vous voyez qu'au niveau du point B, il commence à perdre la vue. Et donc, on a rajouté le Zelboraf parce qu'il était muté BRAF. Et en 1 mois, la tumeur diminue et disparaît complètement au point D avec un SUV qui était ici de 46, je crois. Donc, ça marche extrêmement bien quand il y a une infiltration avec des histiocytes. Diapo suivante. Donc là, j'ai emprunté des diapos pour vous montrer que grâce à ce qu'on a fait chez les adultes, Jean Donadieu, pédiatre, qui est dans le centre de référence, donc s'est mis à traiter des enfants. Alors les petits enfants qui ont une histiocytose langerhansienne avec des présentations de type létéraire-sive, c'est-à-dire des présentations hématogènes un peu avec gros foie, grosse rate, des besoins transfusionnels qui deviennent super importants, donc qui échappaient à vinblastine, corticoïdes. Après, en deuxième ligne, c'était 2 CDA harassés, donc 45 jours en chambre à flux, et avec pas mal de casse en termes d'effets indésirables. Et donc, la première patiente qu'il a essayée suite à nos travaux, c'était une gamine qui avait, je crois, 4 ou 5 mois ou 1 an, je ne sais plus, et qui, je ne sais pas quel âge elle a, mais bon, qui avait des gros ganglions. Donc ça, c'est 14 jours de Zelboraf. Diapo suivante. Ouais. Alors, diapo suivante. Donc ça, c'est les supports, ça c'est des diapos plutôt de pédiatre avec l'albumine qui remonte, la CRP qui s'écrase complètement et l'hémoglobine qui remonte. Et donc il y a des réponses à tous les niveaux. Diapo suivante. Et donc il a publié ça dans JAMA Oncol en 2015 et actuellement, donc 3 ans après, il s'apprête, ou je crois qu'il va soumettre 46 gamins avec une histiocytose langerhansienne, dont une quarantaine en France et quelques autres en Europe. Donc, il a le même type d'efficacité. Là où il a moins d'efficacité, c'est aussi les atteintes pseudo-dégénératives, les atteintes de la fosse postérieure. Diapo suivante. Alors, à l'échelon du monde, maintenant, fin 2017, les plus gros utilisateurs de thérapie ciblée, c'était à travers l'essai BASKET, qui était mené au Memorial Sloan Kettering à New York, et donc qui a amené à la publication dans le New England en août 2015. C'était 118 patients qui avaient des cancers mutés BRAF. Au sein de ces 118 patients, il y avait 18 Erdheim, et ils ont publié ça dans le New England. Après, un certain nombre de collègues un peu partout ont traité des patients avec des histoires extrêmement heureuses, comme une patiente qui était pré-mortem en Allemagne et qui était intubée, ventilée et voilà, qui s'en est sortie. Donc ça marche très très vite. Et donc actuellement, on est à plus de 200 patients dans le monde qui ont été traités. C'est essentiellement des Erdheim, des formes mixtes et en général des adultes, même si maintenant commencent à arriver les enfants. Diapo suivante. Alors la suite, c'est les inhibiteurs de MEK dont Abdelatif vous a dit un mot. Et on a l'impression, donc là c'est 3 patients qu'on a publiés dans le BJH il y a 2 ou 3 ans. On a l'impression que ça marche encore plus vite et de façon plus spectaculaire que les inhibiteurs de BRAF. Pourquoi? Peut-être parce que c'est plus bas, MEK c'est plus bas, donc peut-être que
c'est plus efficace, on n'a pas d'explication pour ça. Diapo suivante. Et donc l'expérience sur les thérapies ciblées dans le service a été rapportée dans Blood fin 2017 avec 50 patients ou 51 qui avaient eu ou le VMU ou le DABRA et 15 patients qui avaient eu le cobimetinib qui est l'anti-MEK. Donc il y a certains patients qui avaient eu des combothérapies. Vous savez que dans le mélanome métastatique, le fait de donner inhibiteur de BRAF plus inhibiteur de MEK donne plus d'efficacité et moins de toxicité et ils échappent également moins au traitement. C'est un peu plus compliqué dans l'ERDAIM. Et donc nous, on n'a pris que des patients multisystémiques. Donc ce n'est pas des traitements qu'on réserve aux patients en première ligne, sauf s'ils ont une tamponnade ou une atteinte du système nerveux central extrêmement sévère. Diapo suivante. Donc pour ce qui est de l'efficacité, ça marche toujours extrêmement bien, avec 35 réponses métaboliques partielles, 7 complètes. On n'a eu que 2 patients qui se sont aggravés par inhibiteur de BRAF, et c'était 2 patients qui n'avaient pas la mutation BRAF. Donc on ne peut pas traiter par inhibiteur de BRAF un patient qui est BRAF wild type. En revanche, à ce moment-là, on peut donner un inhibiteur de MEK. Diapo suivante. Et justement, les inhibiteurs de MEK, donc là, ça s'est décalé, mais on a eu également des réponses là aussi très satisfaisantes. Diapo suivante. Alors, pour ce qui est des effets indésirables, colonne de gauche, vous avez le Zelboraf. Donc, ça donne essentiellement des problèmes cutanés avec photosensibilité kératospilaire chez beaucoup de patients. Il y a quelques cas de DRESS syndrome et le gros problème, c'est les carcinomes spinocellulaires et basocellulaires. Il y a aussi un peu de prolongement du QT de torsade de pointe, mais ça, on arrive à manager. Pour ce qui est du COBI, ça donne de l'acné chez pas mal de patients et ça donne également des troubles digestifs, des rhabdomyolyses qui peuvent être également un souci et un peu de nausées-vomissements. Diapo suivante. Un exemple de rash important. Donc, ça justifie parfois l'utilisation de doxycycline et ça nécessite également une pause d'une semaine. En fait, on fait COBI pendant 3 semaines et on fait une pause pendant une semaine qui, en général, permet aux manifestations de s'améliorer. Diapo suivante. Alors, l'autre chose un peu rigolote, c'est qu'on a vu des sarcoïdoses qui sont survenues sous Zelboraf, avec ici donc une sarcoïde cutanée, un magnifique granulome. Diapo suivante. Et donc, quand vous avez ça, ce n'est pas la peine d'arrêter le traitement. Vous pouvez diminuer un petit peu ou donner un peu de corticoïdes et ça rentre dans l'ordre. Ça, c'est un algorithme, en fait, qui a été proposé par des collègues italiens et américains qui était un édito qui accompagnait, en fait, le papier que je vous ai montré sur les thérapies ciblées, qui est qu'est-ce qu'on doit faire devant un ERDAIM maintenant. De toute façon, comme devant toute histiocytose, il faut regarder s'il y a une mutation ou non de BRAF. S'il est muté BRAF et qu'il n'est pas sévère, vous commencez plutôt par l'interféron ou ce en quoi vous croyez. Il y a parfois des endroits où on commence plutôt par du Kineret. Si c'est plus sévère, vous débutez éventuellement dans un premier temps le Zelboraf. En revanche, si vous n'avez pas accès à une recherche moléculaire ou alors que le patient n'est pas muté BRAF, vous commencez par l'interféron. Mais après, vous devrez aller aux inhibiteurs de MEK ou bien éventuellement aux inhibiteurs de mTOR dont je vous ai parlé. Diapo suivante. Alors, à partir de 2014, on s'est demandé dans le service, on a monté un essai qui s'appelait la LOVE Study, qui est en fait un acronyme pour arrêter. On est traité par 6 mois de thérapie ciblée puisque ça marche tout le temps. On arrête et on voit ce qui se passe. Et en fait, on s'est aperçu que les patients rechutaient de façon plus ou moins précoce. On a eu des rechutes à quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois, et en gros, les 3/4 des patients rechutent avec des histoires tristes, notamment une patiente qui, le temps qu'on essaye de tout organiser pour documenter précisément sa rechute, a fait une tamponnade et elle est décédée alors qu'on aurait pu reprendre éventuellement le traitement avant. Donc depuis cette étude, on a décidé de ne plus arrêter complètement le traitement et on diminue, on passe de 1 comprimé et on arrive à 4 comprimés, on arrive à 1 comprimé et on les laisse comme ça au long cours en attendant de savoir ce qu'on va faire.
et on n'a pas de résistance ou de rechute avec ce protocole pour l'instant. Parfois, on est obligé de rajouter un comprimé s'ils vont moins bien, mais globalement, on arrive à s'en sortir comme ça. Diapo suivante. Alors, au début des années 2000, la mortalité dans l'Erdheim, c'était 60% de mortalité à 3 ans. Mais en gros, c'était avant l'interféron et bien évidemment avant les thérapies ciblées. Et vous voyez qu'avec, en tout cas dans notre cohorte, on arrive à une médiane de survie qui est en gros d'une quinzaine d'années, peut-être un peu 13 ou 14 ans, je ne sais plus, avec 82% de survie à 10 ans. Donc c'est pas mal. Et en gros, un tiers des patients meurent du cœur et l'autre tiers meurt du système nerveux central. Diapo suivante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a soumis récemment et qui est, vous avez donc 165 patients, vous avez les patients pour lesquels on a le statut BIRAF et vous voyez que la somme des deux fait à peu près 130. Donc il y a une trentaine de patients, notamment les patients qui avaient les histologies les plus anciennes pour lesquelles on avait des histologies osseuses et qu'on n'arrivait pas à décalcifier, donc savoir s'ils étaient mutés BIRAF ou non. C'est pour ça qu'il manque une trentaine de patients. Mais peu importe, en gros, il y a un lien très fort entre BRAF et l'atteinte cardiaque. En particulier, quand vous avez une pseudotumeur de l'oreillette droite, vous pouvez être quasiment sûr qu'ils ont la mutation BRAF. Idem pour l'atteinte coronaire, le diabète insipide et l'atteinte pseudo-dégénérative, l'atteinte cérébelleuse. Diapo suivante. Alors ça, on a refait un modèle de Cox comme ce qu'on avait fait en 2011 et on a regardé un petit peu les différences de survie éventuelles entre BRAF muté et BRAF non muté. Dans notre série, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de plus mauvais pronostic quand vous êtes muté BRAF que quand vous ne l'êtes pas. Et bien évidemment, quand vous êtes muté BRAF, il y a davantage de thérapies ciblées. Diapo suivante. Et les facteurs de mauvais pronostic se sont un petit peu enrichis contrairement à 2011. Et vous voyez que l'atteinte pulmonaire, même si je vous ai dit qu'elle n'était pas toujours symptomatique cliniquement, le fait d'avoir une atteinte pulmonaire de l'Erdheim et de mauvais pronostic, de même que l'atteinte du rétropéritoine, l'atteinte du système nerveux central également sort de façon très significative. Diapo suivante. Et donc, ce que je vous montrais, qui va peut-être changer dans les années qui viennent, c'est que quand vous êtes muté BRAF ou que vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de différence en termes de survie actuellement. Sébastien Héritier, qui travaille avec Jean Donadieu, a fait la même étude chez les enfants, qui a une histocystose languaire ancienne. Et là, ça sort de façon très nette. Quand vous êtes un enfant et que vous avez une mutation de BRAF, le pronostic est beaucoup plus mauvais. Diapo suivante. En revanche, quand vous avez un traitement par inhibiteur de BRAF, ça améliore votre survie. Et puis, diapo suivante, et c'est ce que je vous montrais, les courbes, le fait d'avoir une atteinte du rétropéritoine et de mauvais pronostics, de même que quand vous avez une atteinte pulmonaire.